Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord du vol Korean Airlines 801 au départ de Séoul et à destination de Guam. Je m'appelle Charles et je serai votre commandant de bord le temps d'une vidéo pour retracer l'histoire de ce vol Korean Airlines 801. Merci de bien vouloir attacher vos ceintures, décollage imminent. V1. Rotation. C'est à bord d'un Boeing 747 que le vol Korean Airlines 801 va partir de l'aéroport de Séoul en Corée du Sud. Oui, alors à défaut d'en avoir un vrai parce que ça coûte un petit peu cher, du coup on en a un modèle miniature. Hein, voilà. Avec 237 passagers au total et 17 membres d'équipage, il part pour un voyage à destination de la petite île de Guam en Micronésie. Ce 6 août 1997, la météo est pourtant belle à Séoul, mais qu'est-ce qu'il en est sur l'île de Guam? Dans l'avion on recense 17 membres d'équipage, dont le commandant de bord Park Yong-chul, avec près de 9000 heures de vol, dont 3200 sur Boeing 747. Une bonne expérience. Il est accompagné par son copilote Song Kyun-ho, avec 4000 heures de vol, dont un petit peu plus de 1500 sur 747. Et enfin, oui, parce qu'à l'époque, il y avait toujours un ingénieur de vol, ou on pouvait l'appeler aussi mécanicien navigant, Nam Suk-hoon, le plus expérimenté de tous, avec 13 000 heures de vol, dont à peu près 1600 sur Boeing 747. Bon, une équipe complète et qui connaît bien El Famoso 747. D'ailleurs, le commandant de bord a fait atterrir il y a quelques temps sans encombre un 747 avec un moteur en panne. Il a été distingué d'une petite récompense pour ça. Hein. Vol qui s'annonce plutôt serein, donc du coup avec un commandant de bord expérimenté qui devrait savoir résoudre à peu près toutes les situations, normalement. Le vol se déroule sans encombre, hein, entre Séoul et l'océan Pacifique. Soudainement, un événement vient de le perturber. Oui, parce que sinon j'ai aucun intérêt de faire une vidéo dessus, enfin vous comprenez, faut bien le petit truc qui fait capoter le vol à un moment donné, parce que sinon les vidéos servent à rien. Donc je vais pas faire des vidéos sur les vols qui se passent bien, hein, parce que sinon je ferais 5000 vidéos par jour. Le copilote signifie à tout le monde de mettre sa ceinture et les passagers qui n'ont pas été attachés n'ont pas été trop secoués non plus. Mais bon, tout va bien, hein. Au bout de quelques minutes, le commandant reprend un contrôle normal de l'avion et le copilote... Oh putain, non! Le commandant de bord reprend un contrôle normal de l'avion et le copilote signale aux passagers que tout va bien. Zone de turbulence, derrière eux, maintenant ils peuvent attacher leur ceinture. Bon, mais les passagers sont pas très tranquilles. Oui, vous avez souvent peur, hein. Un passager a souvent peur quand on rentre dans une zone de turbulence alors que l'avion... bouge au maximum de quelques centimètres, hein, au final, mais c'est le fait que l'avion bouge de manière, en fait qu'il vole comme ça et qu'il bouge de manière brusque, qui fait ressentir très fort les turbulences. Les passagers donc ne sont pas forcément tranquilles, mais le commandant pour sa part ainsi que le copilote restent sur leur garde quand même. Et oui, parce que la saison n'est pas forcément agréable pour voler en toute tranquillité dans la zone, on peut remarquer quand même des orages furtifs qui arrive un peu rapidement, et sans trop prévenir, ce qui peut créer des turbulences. L'avion s'approche de Guam, mais un autre souci pour se poser. Cette fois-ci, il faut faire une approche assez complexe. Il est plus pratique d'utiliser l'ILS, qui permet une approche aux instruments, et guide l'avion dans la trajectoire exacte. Mais là, à Guam, la balise Glide Slope est en panne, et elle subit des réparations. Une approche aux instruments ne sera donc pas possible, et en plus de ça, le pilote est vraiment fatigué et souhaiterait dormir. Sur Guam, la météo, comme je vous le disais, est parfois folle, hein. Les conditions sont pas non plus idéales pour un bon atterrissage, mais un souci encore vient s'ajouter, oui, parce qu'on n'en avait pas assez après tout, ce sont les violentes intempéries qui viennent se positionner entre l'avion et l'aéroport, mais ce qui facilite pas vraiment la tâche d'atterrissage. L'avion entame son approche, mais l'ILS apparemment se remet à fonctionner, et les pilotes ne comprennent pas vraiment pourquoi il fonctionne pas en fait. Pendant ce temps, l'équipage peine à distinguer l'aéroport dans tous ces nuages. La visibilité est vraiment mauvaise et les pilotes attendent de voir l'aéroport, mais pour l'instant rien. Ah, si, un nouveau problème, pour changer. L'avertisseur de proximité du sol annonce que l'avion est proche du sol à 500 pieds, puis finalement 200. Mais les pilotes ne voient toujours pas l'aéroport et ses lumières, et ce qui est maintenant dangereux, surtout très inquiétant. Et les pilotes mettent alors les moteurs à la poussée maximale pour reprendre de l'altitude. Mais bon, on est quand même sur un Boeing 747, donc ça prend un petit peu de temps. L'avion descend à 40 pieds, puis 20. Puis finit à s'écraser sur le sol, se brise en morceaux et tuer 228 des 254 personnes à bord. L'avion inévitablement finit par prendre feu et des passagers se retrouvent bloqués, blessés et finissent par périr dans les flammes de l'avion. Au total, 26 personnes survivent à ce crash du Korean Airlines 801. Bon alors qu'est-ce qui s'est passé exactement et pourquoi les pilotes ne trouvent pas la piste d'atterrissage? Pourquoi la poussée maximale des moteurs ne suffit pas à faire repartir l'appareil? Et pourquoi il a fini par s'écraser? Bon alors déjà les enquêtes démontrent que l'équipage a fait une descente continue au lieu de faire une descente en palier, comme en fait ils auraient dû le faire en raison des reliefs montagneux de la zone. Le pilote est en effet fatigué, on s'en rappelle. De plus en pleine nuit, ça facilite pas vraiment les choses. Le glide slope était certes en panne, mais les pilotes ont vu que les aiguilles de l'indicateur et le pilote a tenté de s'y fier. Mais cet instrument n'était pas censé fonctionner pourtant, alors qu'il est en maintenance. Qu'est-ce qui a donc fait que le glide slope fonctionnait et qui n'était pas censé fonctionner? Une interférence peut-être? Le souci vient de l'avion, c'est clair. Mais le glide slope n'a pas fonctionné tout le temps en fait, il était actif de temps en temps, puis se désactiver. Or, ce système fonctionne en continu et pas par intermittence. Le pilote était perturbé par ce fonctionnement, mais en fait, il a atterri 5 km
avant l'aéroport, avec ce temps horrible parce qu'il ne pouvait tout simplement pas voir l'aéroport à 5 km de distance. En commençant son approche bien trop tôt, il croyait quasiment qu'il était sur la piste, quand l'avion a frôlé le sol, mais en fait pas du tout, il était encore à ces fameux 5 km. Et comme un 747 n'est pas un petit avion de tourisme, il lui faut quand même un petit peu de temps pour lui faire reprendre de la vitesse et de l'altitude. Dans tous les cas, c'était trop tard et les pilotes n'avaient aucune solution pour sortir l'avion de ce cataclysme infernal qui a entraîné son crash. Mais ça c'est pas tout. Parce que n'y a pas que ça comme erreur dans cette procédure d'atterrissage. Qui a volontairement débranché le système d'avertissement de la descente dangereuse de l'aéroport? On ne parle pas de l'avertisseur de proximité du sol, là, non, vous connaissez certainement. Là en revanche, on parle d'un radar qui se trouve à l'aéroport et qui peut aider les pilotes quand ils s'approchent trop près du sol. Le contrôle aérien les prévient dès que leur descente n'est pas cohérente avec le plan de descente qu'ils devraient prendre. Mais les contrôleurs aériens n'ont pas fait une bonne manipulation. Ils ont restreint en fait la prise en charge de ce radar, nommé le MSOW, qui prend maintenant les avions en charge à environ 100 km de l'aéroport. Sauf qu'il faudra les prendre en charge quand ils sont à 20 km et jusqu'à l'atterrissage, ce qui aurait été bien plus cohérent. Sauf que du coup, en fait, avant, les pilotes recevaient des interférences avec des messages incohérents, vu comment le système était calibré avant. Donc c'est pour ça qu'on l'a modifié, mais un choix qui n'était pas vraiment judicieux. Dans les avions, on vote toutes sortes de produits détaxés, dont de l'alcool, qui est stocké où quand vous l'achetez? Dans des compartiments à bagages, tout simplement. Sauf que les compartiments à bagages, on les retrouve près des arrivées d'air pur, qui contiennent de l'oxygène. Et vous savez certainement, vous avez appris ça en physique au collège, que l'oxygène, plus du combustible, plus du feu, ça donne encore plus de feu. Et oui, c'est à cause de quelques erreurs d'incompréhension et de fatigue excessive du pilote que 228 personnes ont perdu la vie dans ce crash du vol Korean Airlines 801. Voilà l'histoire de ce Korean Airlines 801, ce vol assuré par un Boeing 747. Toutes ces données sont issues des rapports officiels du NTSB, l'équivalent américain du BEA, le Bureau d'enquête et analyse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle aussi que je ne suis pas pilote d'avion, je ne suis pas copilote, je ne suis pas commandant de bord, je ne suis pas tout ce que vous voulez, je suis juste un passionné qui a envie de vous partager sa passion et des histoires d'avion.